L'auditorium du ministère de la Santé était inhabituellement rempli ce matin-là. Dans la grande salle aux murs beige, les journalistes installaient leurs caméras avec une précision mécanique. Les flashs crépitaient à l'entrée, là où des conseillers ministériels et des invités triés sur le volet faisaient leur apparition. C'était censé être une audition publique, une simple formalité. Une table ronde sur les disparités territoriales dans l'accès aux soins pédiatriques. Mais dans les couloirs, les murmures disaient autre chose. Quelque chose se préparait. Quelqu'un devait prendre la parole, et pas n'importe qui. Omar Sy, silhouette sobre, veste anthracite sur chemise claire, était assis au premier rang, discret mais reconnaissable. Il n'était pas venu pour faire le spectacle. Il était venu parce qu'il avait promis. Assise 2 chaises plus loin, une femme d'une 40aine d'années, voilée, main serrée sur un dossier usé, fixait le pupitre central. Son nom. Leïla Benyaya. Elle n'était pas médecin, pas élue, pas experte. Elle était là parce qu'elle avait une voix. Et aujourd'hui, elle avait décidé de s'en servir. Le ministre de la Santé fit son entrée. Costume bleu nuit, sourire de circonstance, regard rapide vers les caméras. Il s'assit, consulta rapidement quelques feuilles, puis lança « Nous allons écouter quelques témoignages citoyens avant d'ouvrir le débat technique. » Leïla se leva, pas précipitamment, avec une lenteur déterminée. Le micro grésilla un instant, le silence s'abattit sur la salle. « Je m'appelle Leïla Benyaya, j'habite à Saint-Denis, mon fils s'appelait Yacine. » Un frisson parcourut la pièce. Il avait 7 ans. Il est mort en attendant un rendez-vous qui n'est jamais arrivé. Dans le fond de la salle, une journaliste abaissa lentement son stylo. La ministre arrêta de feuilleter ses notes. Omar, lui, la regardait, immobile. Leïla continua. « On m'a dit, il faut patienter. On m'a dit, le CHU est saturé. On m'a dit, appelez le 15 si ça empire. Le 15 m'a dit, faites-lui boire de l'eau. Et maintenant, il n'y a plus rien à lui faire boire. » Son ton ne tremblait pas, mais sa voix fendait l'air comme un scalpel. Pas un mot plus haut que l'autre, pas un cri. Oh, juste une vérité nue, insupportable. « Madame la ministre, dit-elle en tournant les yeux vers la table centrale, vous avez dit que les délais s'améliorent. Peut-être, mais pas pour nous. Pas pour ceux qui vivent à 500 mètres d'un hôpital sans pédiatre. Pas pour ceux qui n'ont pas de réseau, pas de piston, pas de mots compliqués à mettre dans un courrier. » Un conseiller tenta de lui faire signe d'abréger. Elle l'ignora. « Mon fils aimait les étoiles. Il voulait devenir astronome. Vous savez ce que j'ai fait après son enterrement ? J'ai écrit à l'observatoire de Meudon pour leur dire qu'une étoile venait de tomber, mais qu'il ne la verraient pas. » Elle fit une pause. Dans la salle, plusieurs journalistes avaient cessé de filmer. Ils écoutaient, simplement, humainement. « Je ne suis pas venu pour pleurer. Je suis venu parce que j'ai trop pleuré. Je suis venu pour que quelqu'un entende. Pour que vous, monsieur le ministre, vous m'écoutiez. Et que vous arrêtiez de parler de chiffres comme si on était des colonnes Excel. » Un silence lourd, presque douloureux, tomba sur la salle. Le ministre se racla la gorge, visiblement pris de court. Il hésita puis répondit « Madame, votre témoignage est bouleversant. Je vous présente mes excuses personnelles. » Leïla le fixa, froidement. « Gardez vos excuses, monsieur. Mon fils ne les entendra pas. » Puis elle reprit sa place, sans un mot. Omar s'approcha discrètement, posa une main sur son épaule. Elle ne le regarda pas. Mais elle ne pleurait toujours pas. C'est alors que tout bascula. Le micro du ministre, laissé ouvert par inadvertance, laissa passer une phrase basse, presque chuchotée à son conseiller. « C'est terrible. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? On ne peut pas sauver tout le monde. » La salle n'entendit que quelques mots. Mais suffisamment. Un clic sonore. Un journaliste venait de couper sa vidéo et de la relancer. Le scandale était en train de naître, en direct. Omar Sy se leva lentement. Puis, sans un mot, il quitta la salle. Mais ses yeux, eux, disaient tout. Et dehors, les réseaux commençaient déjà à s'enflammer. L'après-midi même, la vidéo de la séance explosa sur les réseaux. On y voyait Leïla, droite comme une flèche, raconter la mort de son fils. Puis ce moment, imperceptible mais glaçant, le micro restait ouvert, la voix du ministre, les mots de trop. La séquence tourna en boucle sur toutes les plateformes. Pas de musique dramatique, pas d'effets visuels, juste une vérité brute, filmée en plan fixe. Et c'est justement ça qui frappait. La sincérité.
le contraste violent entre la dignité d'une mère et le détachement mécanique d'un pouvoir à bout de souffle. Omar Sy, lui, ne posta rien. Mais son silence parlait pour lui. Les médias cherchaient à l'atteindre, les plateaux s'agitaient, les éditorialistes s'indignaient ou relativisaient selon leur camp. Mais Omar n'était pas dans le bruit. Il était dans l'action. Le soir même, il envoya un message à Leïla. « Je suis avec toi, mais cette fois, c'est à toi de décider. Je peux t'aider à parler, mais je ne parlerai pas à ta place. » Elle répondit d'une seule phrase. « Alors faisons-le, pour Yacine, et pour tous les autres qu'on ne nomme jamais. » Le lendemain, à l'aube, ils se retrouvèrent dans un petit café près du canal Saint-Martin. Pas de styliste, pas de maquilleur. Juste une table, 2 cafés, et un jeune journaliste indépendant, caméra sur pied. Le cadre était simple, comme un témoignage à confier au monde entier, sans filtre. Leïla prit une grande inspiration, et elle parla. « Je ne suis pas venue pour me venger. Je ne veux pas que vous pleuriez pour mon fils. Je veux que vous compreniez pourquoi il n'est plus là. » Elle raconta tout. Les mois de retard, les refus de prise en charge, l'attente de résultats, les médecins absents, les portes fermées. Et la dernière nuit, celle où Yacine a cessé de respirer dans ses bras pendant qu'on la mettait en attente sur un standard hospitalier saturé. La vidéo fut mise en ligne à midi. À 13h, elle avait déjà franchi les 500 000 vues. À 17h, elle avait déclenché un débat à l'Assemblée nationale. Un député lança « Il faut suspendre le ministre, au moins temporairement, par respect pour cette mère. » Un autre répondit « Et puis quoi encore? Chaque émotion va gouverner notre République ?» Mais le pays, lui, n'attendait pas les politiques. Il bougeait déjà. Partout en France, des femmes, des pères, des grands-mères racontèrent leur histoire. La voix de Leïla avait ouvert une brèche. Un hashtag commença à circuler, simple mais puissant. « J'aurais pu être Yacine ». Des photos, des dessins d'enfants, des témoignages de soignants épuisés, des lettres ouvertes de médecins démissionnaires, et au milieu de cette tempête, une voix, Omar Sy, qui posta à 20h précises. Leïla n'a pas crié, elle a raconté. Et maintenant, nous devons écouter, vraiment. Pas de slogan, pas de selfie, juste un lien vers la vidéo. Et ce lien devint viral. Le jour suivant, la pression devint insoutenable pour le ministère. À l'aube, des journalistes campaient déjà devant le bâtiment de la rue de Ségur. Les micros tendaient des questions comme des flèches. Le ministre va-t-il s'excuser? Comptez-vous rencontrer Leïla? La République a-t-elle peur d'une mère en deuil? À l'intérieur, le silence était militaire. Le ministre de la Santé n'avait pas dormi. Ses conseillers lui parlaient de gestion de crise, de prise de parole contrôlée, de rétablissement d'image. Mais lui, il savait. Ce n'était pas une affaire à étouffer. C'était un miroir qu'on ne pouvait plus détourner. Pendant ce temps, chez elle, Leïla relisait chaque message qu'elle recevait. Des anonymes, des femmes qui avaient perdu des enfants, des aides-soignantes, des ex-infirmiers. Une mère d'un quartier de Marseille lui écrivait « Mon fils n'est pas mort, mais on m'a fait comprendre que s'il mourait, ce serait statistique. Grâce à toi, ce serait politique. » Elle posa son téléphone. Elle regarda la photo de Yacine, toujours sur le buffet, ce visage d'enfant figé dans le temps, et elle sut qu'elle ne pouvait plus reculer. Elle appela Omar. « Ils veulent que je vienne à Paris, pas pour s'excuser, pour m'écouter. »« Et tu vas y aller ?» demanda-t-il. « Pas pour eux, pour lui. » 2 jours plus tard, une réunion fut discrètement organisée à l'Assemblée nationale. Ce n'était pas un grand raout médiatique, juste une rencontre, une salle sobre, une table ovale. Le ministre, quelques députés de la commission santé, des représentants d'associations, et Leïla. Quand elle entra, les regards se figèrent. Elle n'était ni fragile, ni en colère. Elle était droite, et calme, trop calme. Elle s'assit, ne remercia personne, ne s'excusa pas. Elle sortit une feuille, une liste. « Voici le parcours de soins de mon fils. Voici les rendez-vous manqués, les urgences débordées, les examens annulés, les transferts refusés. Et voici la date de sa mort. » Le silence fut glacial, puis elle ajouta « Et maintenant, dites-moi, lequel d'entre vous aurait accepté ça pour son propre enfant ?» Le ministre baissa les yeux. Il marmonna une phrase que personne n'entendit vraiment. Mais un député, lui, parla. « Ce que vous venez de faire, madame, est plus utile que 50 rapports, et plus vrai que tous nos discours. » Leïla répondit sans trembler. « Alors écoutez-moi bien.
Ce n'est pas ma souffrance que je vous demande de respecter, c'est ma lucidité, car je ne suis pas une exception, je suis le produit de votre système. » Et à cet instant, un frisson parcourut la salle, parce qu'il savait qu'elle avait raison. Dans les heures qui suivirent cette réunion tendue, le pays entra dans une zone de trouble tranquille. Rien ne cassait. Mais tout se fissurait. Sur les chaînes d'infos, on parlait de Leïla non plus comme d'une simple mère, mais comme d'un acte politique vivant. Dans les rédactions, les débats faisaient orage. Doit-on en faire un symbole? Le gouvernement doit-il tomber pour une phrase? Ou pour un silence trop long? Mais dans les lycées, dans les hôpitaux, dans les foyers, ce n'étaient pas des mots qu'on discutait, c'étaient des souvenirs qu'on réveillait, des douleurs partagées, des injustices trop longtemps tues. Omar, lui, refusait toujours les plateaux. Il n'était pas l'initiateur de cette tempête, mais il en était devenu le phare. Un soir, il posta une simple phrase. Ce que Leïla a dit, beaucoup le vivent, mais peu osent le dire, et ceux qui l'entendent n'ont plus le droit de se taire. Cette phrase devint virale, pas comme un slogan, comme un soupir collectif. Pendant ce temps, Leïla recevait une autre invitation, cette fois de l'Élysée. Pas pour un dîner, pas pour un hommage, pour une audience privée avec le président. Elle hésita, longtemps. Elle n'avait jamais voulu être instrumentalisée, mais elle savait aussi qu'un refus fermerait une fenêtre rare, une brèche. Elle accepta. Le rendez-vous fut fixé pour un lundi matin. Pas d'annonce publique, pas de tapis rouge, juste une salle sobre, 2 fauteuils, une horloge ancienne et Emmanuel Macron. Quand il entra, il tendit la main. « Merci d'être venu. » Leïla la serra, mais resta debout. « Je ne suis pas venu pour une photo, je suis venu pour une réponse. » Il acquiesça. Elle sortit une enveloppe, dedans 3 documents, une copie du certificat de décès de Yacine, le compte rendu médical de ses derniers jours, une lettre manuscrite, celle qu'elle avait écrite la nuit même de sa mort, mais qu'elle n'avait jamais envoyée. Elle tendit le tout au président. « Je ne veux pas d'excuses, je veux des actes. Je veux que les mères qui attendent aujourd'hui n'aient pas à faire ce que je fais là. » Macron lut, lentement. Le silence était pesant. Il ne prit pas de notes. Il écoutait. À la fin, il dit simplement « Vous avez ma parole, ça ne restera pas une conversation, ce sera un point de départ. » Mais Leïla, elle, ne sourit pas. Elle savait trop bien ce que valent les promesses. Elle se leva. « Je n'ai pas besoin de votre parole, j'ai besoin de votre courage. » Et elle sortit, sans même se retourner. Le lendemain matin, l'Élysée publia un communiqué bref, presque invisible dans la mer d'informations. Une rencontre confidentielle a eu lieu entre le président de la République et Madame Leïla A., mère endeuillée. Des mesures immédiates sont à l'étude pour améliorer la gestion des urgences pédiatriques et la relation avec les familles endeuillées. Mais la presse, elle, ne s'en contenta pas. Un journaliste, bien informé, publia une tribune dans Le Monde. Une mère est entrée à l'Élysée sans caméra, sans drapeau, mais avec une vérité si forte qu'elle pourrait fissurer les murs dorés de la République. En parallèle, une séquence inédite fut diffusée sur une chaîne d'infos indépendante. C'était un plan fixe, une table ronde improvisée dans une maison de quartier à Argenteuil. Autour de la table, des soignants, des mères, un avocat, une assistante sociale, et au milieu, Leïla. Pas en colère, juste précise. Ce pays a oublié qu'on peut mourir dans la salle d'attente d'un hôpital, qu'un dossier perdu, c'est parfois une vie de trop. Moi, je ne veux pas un hommage, je veux un audit. Les mots éteignaient froids, chirurgicaux. Et dans ce froid, le pays frissonna. Le lendemain, 3 choses arrivèrent. L'Assemblée nationale convoqua en urgence une commission sur la gestion des urgences hospitalières. Une centaine de soignants signèrent une lettre ouverte intitulée « Nous, qui avons vu mourir sans pouvoir agir ». Et surtout, un mouvement spontané naquit en ligne. Pas une nomme plus. Les mères ont parlé. Mais dans tout ce tumulte, Leïla resta silencieuse. Elle se rendait à l'hôpital chaque matin, pas pour se montrer, pour rencontrer les familles. Pas celles qu'on montre dans les reportages, celles qui dorment sur des chaises pliantes, celles qui mendient un interprète, celles qu'on ne voit pas, même quand elles hurlent. Un jour, une infirmière l'arrêta dans le couloir. « Ce que vous faites, madame, c'est ce qu'on attendait, pas un miracle, une voix. » Elle sourit tristement. « Moi, je ne suis qu'un écho. Le cri vient de bien plus loin. » Ce même soir, Omar Sy fit une apparition surprise dans une émission de grande écoute. Il n'était pas là pour parler d'un film.
Il était là pour dire une seule phrase. Il y a des femmes dans ce pays qui ont fait plus en une parole que nos institutions en 20 ans. Si elles dérangent, c'est qu'elles disent ce qu'il faut entendre. Et cette phrase-là, la France ne l'oublia pas. Quelques semaines plus tard, la salle des fêtes de l'Élysée fut ouverte pour un événement rare, non pas une réception diplomatique, ni une remise de médailles, mais une rencontre nationale avec les familles des patients oubliés. Aucun tapis rouge, pas de champagne, seulement des chaises alignées, des micros ouverts et des visages fatigués, mais dignes. Leïla fut invitée. Elle refusa d'abord, puis elle accepta, à une condition qu'il n'y ait ni discours préparé, ni mise en scène. Elle voulait parler, pas décorer un événement. Quand elle entra, vêtue simplement, accompagnée de son frère et d'Omar Sy, la salle se leva. Pas par protocole, par respect. Le président était là, silencieux, à l'écoute. Autour de lui, des ministres, des responsables hospitaliers, des députés. Leïla s'avança vers le micro. Pas de notes, pas de papier. Je m'appelle Leïla, je suis la mère de Samy. Il est mort à 9 ans dans un couloir, faute de soins. Il n'aura plus jamais 10 ans, et moi je n'aurai plus jamais de réponse à ces questions. Mais j'ai une dernière chose à dire. Elle marqua une pause. Je suis venue aujourd'hui pour que vous m'écoutiez, pas pour moi. Pour celles qui n'ont jamais été invitées ici. Pour celles qui travaillent la nuit, qui couchent leurs enfants et prient pour qu'ils n'aient pas de fièvre. Pour celles qui parlent mal le français, alors qu'elles ont tout compris à la vie. Un silence épais tomba dans la salle. Même les caméras cessèrent de tourner. Elle continua. Je veux une loi, pas une promesse. Je veux un endroit dans chaque hôpital pour les familles. Je veux qu'on ne laisse plus une mère seule devant un diagnostic. Je veux qu'on forme ceux qui accueillent, parce qu'un regard peut tuer aussi. Puis elle s'écarta. Pas d'embrassade, pas de larmes, juste un souffle. Et la France entière le ressentit. Dans les jours qui suivirent, une proposition de loi fut déposée par une députée de Seine-Saint-Denis, baptisée « Amendement Samy » pour garantir un droit d'accompagnement humain dans les services d'urgence. Une commission citoyenne fut créée, présidée par une ancienne infirmière, pour évaluer la dignité de l'accueil dans les hôpitaux publics. Et surtout, des centres de soutien aux aidants familiaux commencèrent à voir le jour, financés non pas par la charité, mais par l'État. Mais Leïla, elle, retourna à Bordeaux. Pas dans le silence, dans l'action. Elle devint une figure, malgré elle, une référence, un symbole. Les médias voulaient en son visage. Elle leur donna ces mots. Une fois, elle déclara à une journaliste « Je n'ai rien cherché. J'ai juste parlé parce que je ne pouvais plus me taire. Et maintenant que c'est dit, je ne permettrai plus qu'on referme la bouche des autres. » À l'école de Samy, un enseignant installa un petit banc, gravé d'une phrase que l'enfant répétait souvent. « Un jour je serai fort comme Omar Sy. » Le banc resta là, pas comme un monument, comme un point de départ. Et Omar, de son côté, écrivit une dernière tribune, publiée dans Libération. J'ai croisé la dignité. Elle portait un voile, tenait un classeur, et racontait ce que personne n'ose regarder. La République n'est pas blessée par ses voix, elle est rappelée à l'ordre par elle. Le plus beau rôle que j'ai jamais eu, c'est celui de témoin. Cette nuit-là, dans toute la France, des mères ouvrirent leurs tiroirs et ressortirent les lettres qu'elles n'avaient jamais envoyées, parce qu'elles savaient enfin que cette fois, quelqu'un les lirait.